Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la 7e manche de la Coupe de France. Paris-Camembert, qui avait lieu ce mardi du côté de la Normandie, parce que je rappelle que Paris-Camembert ne part pas de Paris, part de Pont-de-Mer pour arriver du côté de Livarot. Circuit qui ressemble un petit peu à une mini-Amstel, je dirais. 213 km avec 2779 mètres de dénivelé positif. On est très proche de ce que propose Amstel. Voilà, c'est comme une mini ardennaise dans la Normandie. C'est pas mal vallonné. On va revenir sur cette course. Bien entendu, avec les coureurs au top, les flops, on va pas faire le bilan des Bleus. Il y a beaucoup de Français. Et puis en fin de vidéo, on fera le bilan du classement de cette Coupe de France et le bilan du calendrier également de cette Coupe de France parce qu'il y aura quelques épreuves qui vont suivre qui vont être très intéressantes également. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la course. Est-ce que vous aussi, vous avez le même avis que moi? C'est que vous trouvez que c'est une course qui est un peu sous-estimée en France? N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, donc à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à me donner également quel coureur vous avez apprécié. Et quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment du côté du cyclisme. On a une semaine assez chargée quand même, notamment ce mercredi avec la Flèche Brabançonne, le Tour de Sicile. Tout le bloc Paris-Roubaix. Il y aura 5 vidéos autour de Paris-Roubaix. Donc plus le Tour de Turquie lundi ou mardi. Voilà, le programme est chargé sur la chaîne. Et bien on commence tout de suite. Paris-Camembert, comme je disais, course qui pour moi est sous-estimée en France parce qu'un parcours très difficile, pour moi c'est un parcours d'Ardennaise, et pourtant une start list très maigre. C'est vrai qu'il y avait peu d'équipes étrangères sur cette compétition. Alors certes, il y a notamment le Tour de Turquie, mais on avait seulement 12 équipes, je crois, au départ. 15, pardon, mais que des équipes françaises, sauf Uno X, Alpecin, Bingol et Tartelero, Isorex et Sport Vlaanderen, donc pas que des équipes françaises, j'ai dit une bêtise, mais on n'avait pas d'autres équipes World Tour étrangères. Alors, Alpecin peut presque être assimilé à une World Tour, mais voilà. Et puis, Alpecin n'avait pas mis forcément une grosse formation, parce que même si on est venu avec des équipes, Groupama n'était pas venu avec une grosse équipe. Bingol est venu avec Agnoloski et Viviani, donc sur un parcours avec des pentes, c'est compliqué. Donc, on a bien compris que c'était pas la course de l'année pour beaucoup, alors que pour moi, c'est une course très intéressante. Il y avait une centaine de coureurs seulement au départ de cette course. Là aussi, c'est un petit peu triste. Alors que pourtant, c'est une course historique, première édition en 1934, avec un gros sponsor quand même, qui est une marque de camembert, je ne citerai pas le nom. Mais voilà, il y a tout pour faire une belle épreuve, un beau parcours. Il y avait quand même du monde pour un mardi. Parce que là aussi, pour un mardi, il y avait quand même pas mal de monde. Mais je sais pas. Voilà, peut-être son emplacement dans le calendrier fait que. Moi, je sais que quand je jouais à Pro Cycling Manager, quand j'avais du temps, j'utilisais souvent Paris-Camembert dans mes équipes pour tester ma formation avant les classiques ardennaises. Souvent, je faisais Paris-Camembert, même quand j'ai fait des parties genre avec la Sky, je faisais Paris-Camembert pour voir comment mes coureurs fonctionnaient, comment mes coureurs étaient performants avant d'aller sur les classiques ardennaises, ou des fois quand j'avais un petit doute entre deux coureurs. Voilà, quand j'avais eu un blessé et que je me disais tiens, je vais tester celui-là Paris-Camembert pour voir s'il peut tenir. Je trouve que voilà, c'est un peu décevant. Et quand vous regardiez le palmarès, à part Valverde sur les 20 dernières années, et c'était à l'époque où il était à la Caisse d'Épargne, comme c'était un sponsor français, on essayait qu'il aille sur les grandes courses françaises, enfin sur les grandes courses françaises, sur les manches de Coupe de France. Et ben sinon, il y a très peu il y a pas de coureurs étrangers, c'est-à-dire que c'est que des coureurs français, et pas forcément les meilleurs coureurs français. Ou parfois à un moment de la carrière où ils étaient plus au top. Par exemple, il y a Fedrigo, mais c'est en 2013. C'était plutôt sa fin de carrière. On a Dorian Godon, mais c'était avant qu'il émerge vraiment. Enfin voilà, je trouve que c'est dommageable de ce côté-là. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Pour moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc start il test. Et puis pour moi, c'est dommage parce que
on a parfois des belles start lists sur des épreuves de Coupe de France qui sont pas folles. Bon, la roue Tourangelle, par exemple, c'est pas incroyable. La classique Loire-Atlantique, j'ai jamais été incroyablement intéressé par ce parcours. Le Tour de Vendée, par exemple, pour moi, c'est pas un parcours exceptionnel. Alors que cette course-là a un parcours excellent. Pour moi, c'est la plus belle manche de Coupe de France de la saison. Derrière, on n'a pas... Enfin voilà, il y a pas de... Comment dire? Avec le Trobroléon, bien entendu, hein, aussi. Mais il n'y a pas une start list incroyable. Je trouve ça un peu dommageable. Alors qu'il y a d'autres courses qui arrivent à avoir des grosses start lists, alors que les parcours sont beaucoup moins intéressants. Bon, je voulais parler également de Daniel Manjas. Pourquoi Daniel Manjas? La légende, ça a été la voix du Tour de France. Je crois qu'il fait plus la voix du Tour de France depuis quelques temps, Daniel Manjas, mais qui fait encore beaucoup il est encore speaker sur pas mal de courses de cyclisme en France. Pourquoi je vous disais Daniel Manjas? Parce que moi j'ai regardé la course sur YouTube. Et sur YouTube, particularité, il y avait, contrairement à la Route à Delhi ou d'autres courses, on n'avait pas Thierry Adam, ils ont mis Daniel Manjas directement, c'est-à-dire qu'on entendait le moment où parlait Daniel Manjas. Et moi j'ai adoré parce que Daniel Manjas c'est vraiment la tradition du cyclisme. Je dirais qu'il y a le jour où il va partir, Daniel Manjas à la retraite, où je pense que le jour où il meurt avec un micro dans la main, Daniel Manjas. Mais il manquera parce que c'est totalement une autre manière de faire que tous les autres. Il a une originalité, je trouve. C'est quand même le seul mec qui est capable de te parler du palmarès de 1930 de la course, parce qu'il nous a fait ça quand même un moment. C'est-à-dire qu'en début de retransmission, il t'a sorti peut-être le palmarès des 50 dernières années, et en connaissant tout du palmarès des dernières années, parce que moi, quand je vous fais ça parfois, les coureurs, je les connais pas tous. Jean Stablaski, je connais pas le palmarès de Jean Stablaski par cœur, ou d'autres coureurs. Mais là, il peut te citer le mec qui a été champion de cyclocross en Normandie en 64. Enfin, c'est exceptionnel, je trouve, la culture de Daniel Manjas. Et puis, tout ce côté mise en avant de la Normandie. Bon, voilà, Daniel Manjas, c'est normand. Ça m'a rappelé le Thierry Adam qui mettait en avant à fond la Picardie. C'était un peu pareil. Le survendage, peut-être un petit peu de l'épreuve à certains moments. Et puis, je trouve que ce qui est fort aussi avec Daniel Manjas, c'est que contrairement à des mecs qui essayent de dire des infos alors qu'ils ne les connaissent pas en direct, c'est-à-dire ils disent ah bah là c'est tel coureur, et ce qui fait qu'il se plante, lui, il a l'honnêteté, l'intelligence qu'avait également peut-être un Thierry Roland, par exemple, je trouve au niveau des commentaires, de quand il sait pas, il ne dit pas. Et ça, c'est très fort, je trouve, du côté de Daniel Manjas. C'est-à-dire qu'à des moments, il savait pas quel coureur était en tête, et bah, il meuble en parlant, par exemple, du palmarès, en parlant de Guillaume Van Karlsbruck. Alors oui, Guillaume Van Karlsbruck est lâché. Mais il va pas dire, tiens, c'est tel coureur, tant qu'il est pas sûr à 100% de qui est parti devant. Ce qui fait qu'il fait peu d'erreurs. Alors certains diront qu'il se mouille peu. C'est vrai, mais au moins il fait pas des grosses erreurs comme on peut voir à certains moments des commentateurs qui vont enchaîner les bourdes parce qu'ils veulent aller plus vite que la musique. Faut pas se précipiter, faut pas dire de conneries, surtout quand il y a des chutes, faut pas dire de conneries notamment. Et moi, j'ai bien aimé les commentaires de Daniel Manjas, enfin même si c'était speaker, on va dire, cette manière de faire. Au lieu de prendre un journaliste comme chez France 3 qui n'y connaît rien. Je vous rappelle le Grand Prix de la Marseillaise, bah là au moins on a fait avec quelqu'un qui s'y connaît bien. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Après avoir fait 10 minutes sur Daniel Manjas, les coureurs au top, on commence tout de suite avec hop là, Anthony Delaplace. Pourquoi j'ai mis Anthony Delaplace? Je vais me brancher aussi parce que sinon on va être dans la merde dans 5 minutes. Anthony Delaplace, pardon, parce que vainqueur du jour, parce qu'il a été très fort, je trouve, dans le final. C'était pas un final si facile que ça. Déjà parce que dans le dernier tour, il a commencé à pleuvoir. Sauf qu'on était sur une chaussée mi-humide, mi-sèche. On a quand même des routes qui sont très étroites sur Paris-Camembert, donc c'était pas forcément facile. Deuxièmement aussi parce que on avait un groupe de 5 et un peloton où on savait pas trop les écarts, parce que ça reste une manche de Coupe de France quand même.
Donc on savait pas s'il y avait 20 secondes d'avance, 40 secondes d'avance sur le peloton, ce qui change quand même la donne à ce moment-là de la course. Et puis parce qu'on avait un groupe de devant avec quand même des coureurs qui me semblaient un peu meilleurs qu'Anthony Delaplace, notamment Geoffrey Bouchard, notamment Jimmy Johnson, et puis parce que Anthony Delaplace est normand et qui avait peut-être l'envie de faire trop bien à certains moments, ce qui peut être une erreur aussi, parce qu'on veut tellement gagner la course qu'on décide de rouler à 100% et parfois on fait des erreurs parce qu'il y a trop d'envie, parce qu'il y a trop de choses. Voilà. Et puis, il voulait aussi participer au bon résultat d'Arkea, qui avait quand même un peu dynamité la course avant, avec, hop, je vais retrouver Arkea, parce que je vais pas me souvenir, c'était Laurent Pichon qui avait dynamité la course à 2 tours de l'arrivée. Donc, il voulait également voilà, participer au collectif de cette équipe. Et je trouve qu'il a très très bien couru. Beaucoup mieux que Valentin Ferrand, dont on parlera après. Il s'est rarement mis en grande difficulté. Il a tenté un moment de sortir, mais il a vu que ça marchait pas. Donc voilà, il s'est pas mis dans le rouge. Et quand il part à 2 bornes de l'arrivée, l'attaque est excellente. Personne peut suivre. Personne peut suivre. Il part dans un beau faux plat, hein, en plus, hein, parce que le final était pas facile du côté de Livaro. C'est-à-dire l'entrée dans Livaro, c'est un enchaînement de petits faux plats. J'irais à 3%, je pense. 3-4% grand maximum. Mais en fait, il y a des petits faux plats, un replat, tu vois, ça monte un petit peu en escalier. Et c'est pas facile sur une route très large où tout le monde se voit. C'est-à-dire que le groupe qui était à 40 secondes, il voyait le groupe de devant. Et il arrive à sortir à ce moment-là. Chapeau, monsieur Delaplace. Et ça fait encore des points pour Arkea. Pour le classement UCI pour 2023. Arkea qui commence vraiment à se détacher. Je crois que maintenant ils sont 14e, je crois, du classement cumulé des 3 dernières années. Et ils commencent à avoir une belle marge, quoi. Vraiment sur la 18e place, grâce à leur énorme début de saison. Et c'est important en plus parce que autant sur le tour, sur Paris-Camembert, ils gagnent. Mathis Louvel fait 6e, Elie Gebert fait 13. Autant sur le Tour de Turquie, on peut pas dire qu'on soit sur la même réussite avec Nasser Boigny qui a abandonné. On reparlera du Tour de Turquie avec l'abandon de Nasser Boigny. Il y aura quelque chose sur les organisateurs, ne vous inquiétez pas. Il y aura également, Nairo Quintana également qui est tombé 2 fois le même jour. Autant vous dire que c'est pas vraiment la réussite du côté de l'équipe Arkea sur le Tour de Turquie pour le moment. En passant, j'ai trouvé que Paris-Camembert était extrêmement bien organisé. Vous savez que je critique souvent les organisateurs, mais les motocaméras, n'hésitez pas à accélérer quand le parcours devenait un petit peu technique. Enfin voilà, je trouve que c'était bien organisé, donc il faut saluer également quand les organisateurs font du bon travail, et c'était le cas du côté de Paris-Camembert. Et vous savez que je dis assez peu du bien des organisateurs, surtout ces derniers temps, notamment du côté de l'Amstel. Je ne sais pas si vous avez vu du côté de l'Amstel, au niveau de la photo finish, comme l'année dernière, ils ont fait la même erreur, c'est-à-dire qu'ils ont un système de photo finish qui normalement n'est pas suffisamment bon pour le World Tour. Donc c'est encore un petit peu un problème. Thibaut Ferras, deuxième coureur au top, Thibaut Ferras, troisième de la course, il en a manqué un petit peu au bout. Je m'attendais quand même pas à voir Thibaut Ferras à ce niveau-là. Parce que pour moi c'est plus un équipier. Thibaut Ferras n'a pas un grand palmarès pour le moment, c'est même je pense son meilleur résultat en carrière. Bon, il avait remporté les boucles de la Mayenne, j'ai dit une petite bêtise en 2019, mais c'est pas un grand palmarès, c'est-à-dire il a une seule victoire aux boucles de la Mayenne au général, 7ème du Tour de Vendée, 9ème du Grand Prix Serrami, 3ème de Paris-Camembert cette année, 3ème du Tour de Doubs, 6ème du Tour du Doubs en 2017, à une époque où le Tour du Doubs était peut-être un peu moins fort en termes de start list. Là, cette année, son meilleur résultat jusqu'à maintenant était une 8ème place du côté du Tour de la région de Murcie. Là, j'ai trouvé qu'il avait vraiment été bon aujourd'hui. Pourtant, il avait fait l'Amstel. Donc, dimanche, il fait l'Amstel. Il enquille 3 jours après avec Paris-Camembert, donc 2 courses à plus de 200 km. C'est pas toujours facile, surtout quand on est un coureur qui a commencé dans des équipes continentales. Et je trouve qu'il a fait vraiment une belle course, du bon boulot. Thibaut Ferras, alors peut-être sous pression également parce que fin de contrat en 2022. Quand on est un équipier qui est dans une équipe de 2ème division, on a toujours un petit peu peur quand la fin de contrat arrive, parce que c'est plus compliqué que pour un coureur qui est dans une World Team.
Et puis, du côté de Thibaut Ferraz, il a montré vraiment des belles velléités, je trouve, en tant que puncher. C'est pas le coureur que je suis le plus, Thibaut Ferraz, donc autant vous dire que j'ai été assez impressionné par sa performance. On le verra le 15 avril sur l'enchaînement classique Grand Besançon Tour du Jura, 15 et 16. Ça sera diffusé sur la chaîne Équipe en passant. Et puis le Tour de Bretagne et le Tour du Finistère également pour lui. Le Tour de Bretagne, on ne le suivra pas, mais le Tour du Finistère, peut-être au mois de mai, ça dépendra parce que ça sera pendant le Giro, donc ça dépendra si j'ai le temps pendant le Giro de faire le Tour du Finistère. Pourquoi j'ai pas mis Valentin Ferron dans les coureurs au top? Parce que j'ai trouvé Valentin Ferron, alors certes il était très fort, je pense même que c'était le plus fort du groupe de 5, parce que j'ai pas mis Geoffrey Bouchard et Jimmy Johnson, mais ils étaient un peu cramasses sur la fin de course. Par contre, Ferron, je trouve qu'il a pas très bien couru. Il part, je pense qu'il doit suivre tout de suite la roue d'Anthony Delaplace quand Delaplace attaque, parce que c'était le plus fort, Ferron. Et je trouve qu'il a toujours été un petit peu à contre-temps dans cette course, alors qu'il me semble-t-il, il avait des très très bonnes jambes. Après, c'est un coureur qui a 24 ans, voilà, c'est sa première année où il est vraiment bon. Avant, il n'arrivait pas à être dans le final de ce type de course, donc c'est la première année où il est très fort, Valentin Ferron. Donc voilà, il a fait preuve un petit peu d'inexpérience. Bon, ça arrive à cet âge-là, ça sera un peu plus compliqué si ça lui arrive à 30 ans de faire ce type d'erreur. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, j'ai mis la Groupama. Je trouve décevant que la Groupama mette pas des belles équipes sur ce type d'épreuve. Je vais vous dire la start list au départ. Lewis Haskell, Clément Davy, Ladanius, Paul Penuet, Jack Stewart, Lars Vandenberg, Bram Welten. Sur une épreuve qui ressemble à l'Amstel. Bon, tu vois très bien que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il aurait fallu un puncher. Alors il y avait, je pense, mieux à prendre dans cette formation. Et le meilleur résultat, je crois que c'est Ladanius qui est 18e, un truc comme ça. 19e, Mathieu Ladanius, dans le groupe à 49 secondes. Mais c'est un peu dommageable du côté de cette formation au Groupama de ne pas avoir mis une meilleure start list au départ, de ne pas avoir tenté même de prendre plus de coureurs de l'équipe continentale. Si on ne pouvait pas mettre une grosse équipe, tenter de mettre des jeunes sur l'équipe continentale. Mais je trouve ça décevant que l'équipe Groupama se désintéresse des Coupes de France. À une époque, Groupama, c'était un moment majeur de leur saison. Ils faisaient tout pour être performants sur les Coupes de France, malgré le fait que parfois c'était compliqué au niveau du calendrier, notamment avec le World Tour. Aujourd'hui, c'est plus une priorité du tout pour eux, et ça se ressent. Depuis le début de saison, on les a assez peu vus. Alors il y a eu Bram Welton qui fait 6, je crois, sur la route Orangelle, mais sur les autres manches de Coupe de France, ça n'a pas été dingue. Pour tout vous dire, ils sont 5e au niveau du classement par équipe, donc ça confirme bien que c'est pas un objectif pour eux. Je trouve ça dommageable parce que c'est des courses qui permettent, ce sont les courses nationales, c'est des courses qui permettent d'avoir un petit peu de notoriété. Donc je trouve ça un peu triste que cette équipe ne décide pas de faire plus d'efforts pour mettre des grosses formations. Malgré tout, j'ai bien aimé de revoir Jack Stewart, qui a eu des problèmes gastriques en début de saison. Il avait des problèmes d'inflammation gastrique, ce qui fait qu'il n'a pas pu courir sur tout le début de saison. Et ça fait du bien de le revoir, surtout qu'il était dans un petit groupe à 50 bornes de l'arrivée. Parce que ça a quand même été une course animée, 41,1 de moyenne. Donc voilà, ça fait du bien de revoir Jack Stewart. J'ai mis Anninen, le coureur de G2R. Pourquoi j'ai mis Anninen? Je ne savais pas trop qui mettre, parce que comme la start list était faible, bon, il y a beaucoup de coureurs qui sont pas top, mais bon, dans une start list faible, où il n'y a pas beaucoup de noms au départ, c'est assez normal. Pourquoi j'ai mis Jaakko Anninen? Tout simplement parce qu'on nous l'avait vendu comme une pépite, comme un super coureur. Je me souviens, Vincent Lavenu nous avait dit on a recruté une petite pépite. Et c'est vrai que Vincent Lavenu, il le fait également, il nous fait parfois des Jean-René Bernaudot. C'est-à-dire de survendre des coureurs. Il le fait un peu moins, mais il l'a fait quand même quelques fois dans sa carrière aussi, Vincent Lavenu, de dire ah bah lui c'est une future pépite, et puis bon, tu t'aperçois que le mec met pas un pied devant l'autre. Jaakko Anninen, c'est un peu ça quoi, 24 ans. Contrat jusqu'en 2024 en plus, c'est-à-dire qu'il a encore 2 ans de contrat, ce qui est assez dingue. C'est-à-dire les mecs qui prennent des contrats sur 4 ans, 5 ans, sur des jeunes coureurs, je trouve que c'est quand même souvent des prises de risque. Et Jaakko Anninen, il n'y a pas grand-chose, quoi.
Alors, il a fini 3ème du championnat du monde U23 en 2018, 4ème du Tour de Doubs. Voilà. C'est-à-dire que ça fait depuis 3 ans qu'on ne le voit absolument pas à Ninen. Alors oui, c'était prometteur, mais en 2018, je vais regarder qui y avait au championnat du monde. Alors sur le parcours autrichien, il avait remporté également le Tour du Gévaudan cette année-là. Mais quand on regarde, alors il y avait Marc Hirschi qui était champion du monde. Donc là, on peut dire Marc Hirschi, gros talent. Björg Lambrecht 2e, Gino Vader 4e, Marc Padoun 5e, donc il avait devancé ces mecs-là. Pogacar, Ethan Etter, Jane Lay, Clément Champoussin, Aurélien Paré-Peintre, Vlasov, Georg Zimmermann. Il y avait Fedeli, il y avait Lennart Kemna déjà, Nelson Poles, Badjoli, qui était également Pascal Elkorn, Max Kanter, Michael Berg. Donc c'était pas une mauvaise année, hein, parce que je vérifie parfois. Il y avait même Michael Storer qui avait fini à 9 minutes 27. C'était pas une mauvaise année. Mais comment te dire qu'il y a quoi à Ninen, à part 2019, on ne l'a pas vu quoi. C'est fou. Là en 2022, je regarde donc ces résultats, hein, j'ai regardé hier déjà. Meilleur résultat, 27e place au classement des jeunes du Tour de Catalogne. Autant vous dire, c'est nul. Sur une course individuelle, on va dire sur une étape en ligne, meilleur résultat, c'est 20e au Trophée Calvia en début de saison. En 2021, il n'a pas fait mieux, je crois que 10e sur la Mercantour classique. Course où il n'y avait pas forcément une start list de dingue. En termes de densité, parce qu'il y avait des belles têtes d'affiche, mais en termes de densité, c'était pas fou. Et en 2020, 6e du classement des jeunes de Tirreno, du Tour de l'Ain et du l'UAE Tour. Donc en plus, ça s'aperçoit que les résultats ne s'améliorent pas avec le temps. Alors, est-ce que c'est un problème physique ? Parce que c'est quand même fou qu'un mec qui soit 3e des championnats du monde n'arrive pas à s'en sortir. Surtout 3e des championnats du monde avec l'équipe de Finlande. C'est pas 3e des championnats du monde avec une grosse formation. Mais Jarkko Hänninen, je trouve que c'est quand même un peu une blague au niveau de ses résultats. Et je me souviens, oui, quand il nous avait vendu ça comme une grosse pépite, j'avais dit calme-toi un petit peu Coco, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, ça donne pas grand-chose. Et ça fait partie des quelques coureurs espoirs qui n'arrivent pas à performer dans la catégorie élite. Bon, Romain Sicard, il y a eu des cas, hein, je sais plus, on en a parlé. L'année des Romain Sicard, c'est assez dingue le nombre de coureurs qui n'ont pas performé. Mais là, par exemple, quand tu vois que le 2e c'était Lambrecht, je crois, c'est pas fou. Bon, Lambrecht aussi en termes de palmarès. Hein. Oui, Björg Lambrecht. Oui, c'est pas fou en termes de palmarès non plus, Lambrecht. Que dans le top 10, il y a Jaime Castrillo. Voilà. Patrick Muller. Castrillo, il est chez Kern Pharma. On peut pas dire non plus qu'il est 0 victoire également. Et Patrick Muller, il est chez... il a pris sa retraite, Patrick Muller. Il était chez Vital Concept, mais il a pris sa retraite. Pourtant, il avait eu des bons résultats, lui. Contrairement à d'autres. Je crois qu'il avait remporté la Volta Limbourg classique, même. Mais vous voyez donc que les espoirs qui ne performent pas, ça arrive même encore aujourd'hui. Je termine avec le dernier flop, c'est Team U Nantes Atlantique. C'était pas leur journée. 5 abandons sur 7 coureurs au départ. Les 2 seuls qui ont réussi à arriver au bout du côté de U Nantes Atlantique, c'est Maël Guégan et Axel Mario qui ont fait 45e et 62e. Donc autant dire dans la deuxième moitié vraiment du peloton. Assez surpris qu'un Tom Paquet n'ait pas réussi à s'en sortir. Surtout que c'est fou, c'est que Maël Guégan, qui a quand même fait beaucoup d'efforts, c'est lui qui s'en sort le mieux, alors qu'il a fait énormément d'efforts sur le Tour de la Sarthe. Alors après, Emmanuel Morin qui abandonne sur un parcours comme ça me surprend assez peu, avec en plus un Emmanuel Morin qui, sur le Tour de la Sarthe, était tombé. Donc pas forcément fou non plus. Et puis c'est là aussi où on s'aperçoit que ça reste une équipe continentale qui a fait des bons résultats depuis le début de saison, je trouve, mais qui reste avec un effectif de jeunes coureurs qui apprennent le monde professionnel. Et c'est vrai que là, on avait quand même 214 km, donc c'était une grosse distance, avec un parcours avec beaucoup de dénivelé, une course qui ne s'est jamais vraiment arrêtée, une équipe qui est quand même
plutôt une équipe de rouleurs, sprinteurs, plutôt que de grimpeurs. Bah, sur un parcours comme ça a des conséquences. Alors je suis assez surpris quand même que chez Nantes Atlantique, ils n'aient pas emmené Mathias Le Tournier. Alors est-ce que Mathias Le Tournier est blessé? C'est pas marqué. Mais il n'a pas couru depuis le 20 mars. Hein, donc, je suis assez surpris qu'ils n'aient pas pris Mathias Le Tournier, parce que sur un parcours comme ça, me semble-t-il que ça aurait été plus efficace, parce que ça reste quand même un cours intéressant. Bon, on passe au classement général de la Coupe de France pour cette fin de vidéo. On commence par le classement général complet avec donc Axel Zinglet qui est en tête avec 72 points, 4 points d'avance sur Marc Sarrault, Anthony Perez à 68 points aussi. Valentin Ferron remonte bien 4e, Amaury Capiat ensuite, Emmanuel Morin, Brian Coquard, Anthony Delaplace qui passe 8e, Nasser Boigny et Max Walshai. Du côté du classement des jeunes, Axel Zinglet en tête avec 7 points d'avance sur Valentin Ferron. On retrouve ensuite Mathis Cluvel, Sandy Dujardin, Lewis Asquet, Pierre Barbier, Francisco Galvan, Fernandez, Brand Volten, Hugo Page et Paul Lapera. Et puis du classement par équipe, on va y arriver. Sage 2R qui mène devant Total Energy, Arkea qui prend encore 12 points. On a ensuite Cofidis, Groupama seulement 5e. Et puis ensuite, on retrouve GoSport, BNB Hotel Saint-Michel, Aubert 93 qui passe devant Nice Métropole et le team U Nantes Atlantique qui est dernier avec 17 points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Prochaine manche de Coupe de France. Ça sera du côté du Grand Prix du Morbihan, mais il y aura encore pas mal de courses organisées en France, notamment les 4 jours de Dunkerque, Paris-Roubaix ce week-end, le Tour du Jura cycliste ou encore la classique Grand Besançon. Eh bien, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!